Alors, merci Joseph. Je n'ai pas besoin de micro parce que j'enseignais jadis au Cégep Garneau avec Michel Leclerc qui se trouve là, dans une grande salle de 70 étudiants. J'avais pas besoin de micro, je parlais assez fort. J'espère que je parle pas trop fort. Alors, M. Joseph a vraiment bien mis la table. On est là pour parler de la proche aidance, puis il y a aussi la maison Michel Sarrazin qui est là, avec qui on travaille, on collabore avec plaisir aussi, parce que je dis toujours que, c'est pas moi qui le dis, le ministre de la Santé dit toujours que les proches aidants, c'est le premier maillon du réseau de la santé. Il y a actuellement, même si dans les statistiques qui sont 2011 disent 4 personnes, au Québec et au Canada, il y a actuellement 7 personnes sur 10 proches aidants. Et c'est beaucoup des clientèles comme vous et moi et qui sommes proches aidants actuellement. Alors, on est très content de venir vous rencontrer et on a du temps. La conférence, on va donner quelques informations sur l'association, sur la situation des proches aidants, parce qu'on a tous, pas mal toutes été proches aidantes, je l'étais moi aussi pendant des années, Michel, et c'est tellement difficile, on peut en mourir d'ailleurs, on va le voir là. Ensuite, on a les services et ce qu'on a ajouté à notre conférence, puis pourquoi on l'a ajouté, on va parler argent. Parce que au bureau là, Claude et moi, là, vous dire le nombre de téléphones tous les jours, j'ai besoin, j'ai soin de ma mère, je peux-tu avoir de l'argent, je peux-tu avoir de l'argent, je peux-tu avoir de l'argent? Ben, je vais vous montrer où est-ce qu'on peut en avoir, puis ça sera peut-être pas très long, mais en tout cas. Alors, voilà. Alors, c'est ça. Nous sommes une association on donne des services dans toute la ville de Québec, Charlevoix, Portneuf. Capitale nationale, c'est ça. C'est pas la Rive-Sud, là. Mais on collabore avec tout le monde d'ailleurs aussi. Alors voilà. Et aussi, si vous avez des questions, là, gênez-vous pas, levez la main, là, comme sur Zoom, puis on va répondre. Alors voilà. Alors la mission, c'est, on est là pour offrir des services aux proches aidants, puis en majorité, nos services, la plupart des services sont gratuits et 365 jours par année. C'est pas mal, ça ressemble pas mal à toutes les définitions de mission par rapport aux proches aidants. On sait que la majorité des proches aidants se situent entre 40 et 56 ans à peu près, sont au travail. On ne les voit pas beaucoup, je dois dire. Parce qu'ils commencent à prendre soin de leurs parents, ou encore ils ont des enfants handicapés à la maison. Vous avez vu le reportage d'hier soir, là. Mais on travaille avec des proches aidants de 50 ans et plus. Vous dire, là, je vais attendre, je vais le repasser, là, mais on travaille avec des aidants. Souvent, la personne à 80 ans, elle a un fils malade dans la maison qui a 40 ans, puis le mari est malade. C'est vraiment des situations, c'est pas dit, personne ne le sait, il n'y a pas de publicité là-dessus, hein? Mais c'est la réalité. Alors, ça, c'est le territoire actuel, Charlevoix, Portneuf et toute la ville de Québec. Alors, ça, c'est la définition, c'est celle du ministère. Qui est proche aidant? Dans la définition du proche aidant, là, c'est un proche. Toute personne de l'entourage considérée comme un proche aidant, il peut s'agir d'un membre de la famille. Puis, vous avez peut-être, comme moi, entendu ce matin à Radio-Canada, il faisait la une avec ça. Ça, là, je vais être polie, là, mais je ne dirai pas le mot qui me vient à l'esprit, là. On va vous parler d'un proche aidant qui est à 350 km. Il a sûrement passé une très bonne nuit, ce proche aidant-là. Il n'est pas là pour le faire déjeuner, son malade. Il n'est pas là pour le laver.
Ça, là, faire la une avec des affaires comme ça, là, c'est horrible. Ils vont passer ça à la radio, là, toute la journée. Bon, je vais me calmer, là. Ça m'arrive. Alors, quand on dit qu'il y a plus, retenez. Moi, je dis, là, il y a à peu près 7 personnes sur 10 proches aidants partout au Québec. Ça, c'est le mot, c'est le chiffre qu'on retient. Puis ce chiffre-là, c'est dans les statistiques officielles que je vous dis là. Alors, mais par rapport au coût, on est dans une société, ça je vais vous en parler là. Je me dis, je ne sais pas si un jour il y a du monde qui va connaître le même système que les pays du Nord, les pays scandinaves, mais on est dans un pays où on parque le monde en CHSLD et les coûts sont extrêmement élevés. Ça serait quoi les coûts en CHSLD? Y a-t-il quelqu'un qui peut me le dire? Je pense que c'est 2500 par personne. Par année, dites-moi ça. Par année, ben là, on fait x12. Ça coûte au-delà de 75 000 $ par année. Et à domicile, là, si on avait tous les services, ce sont des statistiques, c'est pas moi qui l'invente. Arrondissons, on va arrondir ça peut-être à 20 000, mais c'est à peu près 17 000 que ça coûterait si les infirmières, les médecins, les préposés étaient tous à domicile et le monde vivait à domicile. Alors, mais ce serait une très grosse économie, mais nous ne sommes pas là. Alors, ça ici, je voudrais qu'on prenne attention parce que je parlais avec Michel ce matin, on est des personnes qui avons été proches aidants, qui avons vécu des décès. Est-ce que vous êtes... Qui a été proche aidant ici, là? Michel, lève ta main. Oui, oui. Les décès aussi, hein, de... Oui, c'est ça. Ce sont des choses qui sont difficiles à vivre. On ne guérit pas d'un décès comme une fracture au poignet, hein? Ça, c'est physique. Tandis que la perte d'un être cher, c'est quelque chose. Alors, je reviens. Le parcours du proche aidant, c'est... Je vais vous le dire dans mes mots, là. C'est qu'au début, là, la personne reçoit, la personne est avec son conjoint, quelqu'un de la famille, elle reçoit le diagnostic. Alors, mettons qu'elle a une cinquantaine d'années, là. La première année, là, elle est capable de s'occuper de tout. S'occuper du mari malade, s'occuper de la personne malade, s'occuper de ses enfants. Elle a une carrière parce que les femmes, là je vais parler d'une femme proche aidante, là, parce que c'est à peu près 86% de la population. Alors, ça prend, on va le revoir dans un autre, ça prend à peu près 3 ans. La première année, c'est elle qui s'occupe de tout. Elle a le choc du diagnostic. Puis souvent, on a des téléphones, là, comprendre la maladie. Ben là, mon mari vient d'avoir tel diagnostic. Qu'est-ce que ça veut dire? La SLA, le Parkinson, le corps de Lewy, mettez-les toutes les maladies possibles, là. Il y a des gens qui n'ont pas la formation pour ça. Alors, ils ne savent pas combien de temps ça va durer. C'est-tu 1 an ou 15 ans? Alors, c'est là qu'on peut aider les personnes à cheminer dans le cadre de dans ce processus-là. Là. Alors, puis généralement, tu n'es pas préparé à ce rôle-là. Le deuxième paragraphe, surtout, moi ce que j'observe surtout là, c'est surtout les femmes qui ont eu des problèmes avec leur mère. Quand elles étaient petites, la relation était caustique, mais souvent, elles se retrouvent adultes à prendre soin de leur mère. Ça, on a beaucoup de téléphones de personnes comme ça. C'est vraiment des situations pas faciles, non. L'épuisement, 3e paragraphe, ben, l'épuisement qui guette la personne proche aidante. Claude, tout à l'heure, va vous parler des services. Le problème du proche aidant, c'est de ne pas demander de l'aide. Il attend généralement 3, 4, des fois 5 ans avant de demander de l'aide. Quand il demande de l'aide, là, il est sur le bord de la mort quasiment. Puis, on va le revoir parce que près de 66% des gens décèdent dans les 3 premières années selon l'âge. À 20 ans, non.
À 20 ans, tu vas aller dans les bars pendant 3 nuits de suite, puis tu vas aller travailler, tu n'as pas de problème. Mais pas à 70 puis à 80 ans. D'accord? Alors, n'attendez pas d'être épuisé avant de demander de l'aide. Ça, c'est fort important. Ça va jusque-là? OK. Alors, les problèmes qui guettent les proches aidants. Est-ce que quelqu'un peut dire la même chose? Il y a beaucoup d'anxiété. Il y a beaucoup de détresse psychologique. Aussi, de la fatigue. Pourquoi fatigue? Vous êtes à Michel Sarrazin, hein? Vous devez en entendre de toutes les sortes. Hein? C'est que le malade à la maison, là, pensez-vous qu'il dort toutes ses nuits comme quelqu'un qui n'est pas malade? Bon, c'est ça. C'est pratiquement toujours des nuits blanches où la personne malade passe son temps à se promener la nuit ou vouloir sortir, faire une fugue. Alors, si le proche aidant passe des semaines de temps à ne pas dormir 1 heure de travers au bord du lit ou quelque chose comme ça, l'épuisement s'installe tranquillement chez le proche aidant. Alors, les maladies cardiaques, on sait que quand on est épuisé, on n'est pas capable de développer, notre système n'est pas capable de développer d'anticorps. Alors, on devient très fragile. Et le 6e point, c'est que le proche aidant, le proche aidant, c'est typique de l'isolement. Est-ce que ça vous est... Est-ce que, surtout quand ton malade fait une maladie cognitive, quand c'est une maladie qui touche le cerveau, c'est pas long que la famille te délaisse parce que là elle n'a assez. Les amis, ça disparaît comme c'est pas possible, là. Et au bout d'un 2-3 ans, tu te retrouves vraiment seul. C'est dans le cas des maladies cognitives, selon les statistiques, là, selon ce qu'on vit. Moi, je l'ai vécu avec des conjoints qui ont fait des AVC, là, puis je dois vous dire que ça sonne pas souvent au téléphone, ça frappe pas souvent la porte non plus. Puis vous avez dû probablement vivre la même chose. Bon. Quand on dit que c'est l'isolement, là, le 3e point surtout, ce sont les difficultés financières. On va en reparler tout à l'heure, là, mais c'est que quand on dit que le fardeau perçu par le proche aidant, je l'ai dit tout à l'heure, là, ça augmente de 63% les risques de mortalité dans les 4 premières années. Voyons, je perds le nom de... Pas Michel Sarrazin, je suis allée dire Michel Sarrazin, c'est... le Centre Hippolyte-Lafontaine, Montréal, les statistiques du Centre Hippolyte-Lafontaine. Alors, mais c'est logique, le proche aidant qui a un certain âge, qui est épuisé, qui ne dort pas, qui ne mange pas bien, qui est très seul, puis c'est du 24 heures sur 24 actuellement au Québec, là. C'est pas le proche aidant qui est à 300 000 qui fait la vedette à Radio-Canada ce matin, là. Lui, il ne s'épuisera pas, là. Ça va jusqu'à présent, oui? Bon. Alors, une dernière chose avant de voir les services. Ce qui est positif chez le proche aidant, je crois en tout cas, les personnes qui nous appellent, puis moi je peux le dire aussi, on ne regrette pas de prendre soin de nos proches. Le monsieur est là, il fait partie de notre groupe de soutien à l'association, prend soin de quelqu'un aussi. On ne regrette pas d'aider quelqu'un. En fait, on regrette de ne pas en avoir assez fait. Oui, c'est vrai, de ne pas l'avoir. Oui, c'est vrai, c'est vrai. D'empathie, d'accomplir ses responsabilités, d'être apprécié. Puis le problème aussi, c'est relocaliser la personne, ça c'est pas facile, c'est là que les gens nous appellent. Ensuite, dans le négatif, là, dites-vous que ça touche la santé physique, ça touche la santé mentale, ça touche les troubles du sommeil. La personne n'a plus le temps d'aller nulle part. Nous, on a des budgets pour offrir du répit à domicile,
Puis tous les bailleurs de fonds exigent que ce soit du 4 heures semaine, alors que les proches aidants sont dans le 24 heures par jour. Claude va vous en parler tout à l'heure. Elle a juste le temps d'aller faire son épicerie, là, une fois par semaine. C'est à la course, hein? Alors, réduction du temps. Conflits familiaux. Ça, là, dans les... Moi, je le sais, je peux vous dire le nombre de téléphones tous les jours qu'on reçoit. Des fois, je me dis, les cheveux me lèvent haut de même sur la tête. Ce qu'on entend des fois, là, ça n'a pas de bon sens. D'abord, il y a des conflits familiaux. Il y en a que l'argent est derrière ça aussi. Quand on va parler argent, on va le voir. Alors, l'isolement social, le deuil blanc. Est-ce que quelqu'un sait qu'est-ce que signifie le deuil blanc? Non? C'est toutes les pertes. Pardon? C'est toutes les pertes qu'on fait. C'est surtout quand la personne... Dès que tu commences à prendre soin de quelqu'un, tu vis plusieurs deuils. Mais c'est quand la personne... Le vrai deuil blanc, c'est quand la personne ne te reconnaît plus. Les gens qui font de l'Alzheimer, certaines maladies cognitives, quand ils arrivent à une certaine étape, j'ose vous dire que je l'ai vécu. Il me prenait pour sa cousine. Je ne pouvais plus aller me coucher avec lui, il me prenait pour sa cousine. Alors, c'est en plus d'être isolé de tout le monde, comme proche aidant, tu deviens isolé même de la personne que tu aides. C'est particulier le rôle du proche aidant. Puis tout à l'heure, quand je jasais avec Michel, là, c'est tout ce qu'il a pu vivre aussi comme proche aidant, là. Tout à l'heure, tu pourras faire des commentaires si tu le veux bien. Hein? Alors, ici, on va voir où est-ce qu'on est rendu. Alors, les besoins du proche aidant, c'est beaucoup de formation sur la maladie, son évolution et les ressources disponibles. Puis, la formation, nous, actuellement, le problème du proche aidant, quand il aide quelqu'un qui a une maladie cognitive, c'est la chicane qui pogne dans le couple ou la famille. Pourquoi? Parce que le proche aidant pense que quand il discute avec le malade est aussi logique que lui. Alors, les gens appellent, là, puis nous le disent. Alors, la formation qu'on donne, elle est donnée par M. Jean Vézina, qui est psychologue à l'Université Laval, et il apprend aux proches aidants à communiquer avec une personne qui a des pertes cognitives. Alors, il ne faut pas s'attendre que la personne va répondre correctement comme toi, qui n'a pas de perte cognitive. Là. Alors, la reconnaissance de son rôle au Québec, là, laissez-moi vous dire que le proche aidant n'est pas très reconnu encore au Québec. Je vais vous donner juste un exemple. Nous sommes un organisme communautaire comme vous, chez Michel Sarrazin, là, qui fait des campagnes de financement. Ça nous arrive d'aider pendant des années un proche aidant. Aider quelqu'un. Quand il décède, au décès, s'il est à l'hôpital, il va aller donner son don à l'hôpital. Comme proche aidant, on dirait qu'on n'arrive pas à se publiciser, à démontrer à la population l'importance de ce rôle-là. C'est incroyable. Alors, on a besoin de soutien physique, psychologique, financier. Voilà. Comme hier, je termine ça avec un monsieur hier qui me téléphone. Il prend soin de sa dame qui est en phase terminale d'un cancer. Il n'a plus d'emploi. Il n'a plus d'argent. Puis il m'appelle pour me dire où est-ce qu'il pourrait trouver un salaire comme proche aidant. Ben, j'ai dit, vous êtes au Québec, monsieur. Il n'y a pas de salaire comme proche aidant. C'est souvent, là, vous dire le nombre de personnes. Nous, on a des fonds de retraite, on a des budgets. En tout cas, on n'est pas des millionnaires, on ne va pas s'acheter des souliers en avion à New York, là. Mais on est capable de payer nos loyers puis nos maisons. Mais il y a beaucoup de gens encore qui sont en difficulté financière actuellement. Mais même sur le reste de la planète, il n'y a aucun endroit qui paye pour aider les proches aidants, je pense.
le meilleur endroit, j'aimerais ça tout à l'heure vous en parler, c'est en Scandinavie, les pays scandinaves, peut-être qu'il y en a qui le connaissent. Les pays du Nord, c'est... En tout cas, c'est le meilleur endroit sur la planète pour les proches aidants. Puis eux, ils étaient dans un système comme le Québec, là. Mais ils ont fait le changement et c'est très différent. Il n'y a pratiquement plus de CHSLD dans ces pays-là. Ils sont devenus un modèle. Pardon? Ils sont devenus un modèle. Oui, c'est un modèle, puis le Québec le sait, mais il n'y a aucun gouvernement. La recette est dans les tiroirs. Ah oui, c'est vrai. Je voulais quand même, je l'ai laissé là quand même parce que je trouve que c'est important. On a de la peine quand on perd un proche. Hein? C'est sûr que si on perd, comme ici, là, si on perd un grand-parent, ben là, on a bien de la peine, on l'a aimé, tout ça, mais c'est logique. Tu sais, s'il est rendu à 110 ans, c'est le temps, hein? Alors, je suis pas fine, là, mais qu'est-ce qui fait le plus de peine? Je n'ai pas mon pointeur, mais c'est de perdre un enfant. Perdre un enfant, ça doit être horrible, les gens qui vivent ça, là. Perdre un conjoint, c'est là où tu es le plus touché aussi. Ensuite, c'est le père ou la mère, les beaux-parents. Ça descend, là. Mais ce qui vient te toucher le plus, c'est perdre un enfant ou un conjoint. Ça, c'est vraiment, là, difficile. Les deuils sont difficiles. On a, par rapport au deuil, chaque année, puis dans Port-Neuf, on a des groupes endeuillés tous les mois, parce que le problème du proche aidant, avant de parler de ça, là, c'est que dans le système québécois actuel, c'est que tout le temps qu'il est proche aidant, il est en contact avec les organismes. Parce que les bailleurs de fonds nous donnent des sous pour les soutenir. Mais dès que la personne est décédée, elle tombe dans le vide, on est obligé de trouver des budgets à gauche et à droite pour essayer de construire des groupes d'endeuillés ou encore des choses comme ça. C'est vraiment pas facile actuellement pour cette étape-là. Ici à Québec, chaque année, on fait une journée de groupes endeuillés, mais dans Port-Neuf, on a tous les mois dans les régions, les gens se rencontrent beaucoup. Hein. C'est des groupes quasiment, c'est incroyable, des déjeuners de 70 personnes. Dans la ville, on n'est pas capable de faire ça. Hein. On a essayé de les imiter, mais on a été juste notre personnel du bureau, ça fait qu'on a arrêté ça. Alors, tout à l'heure, je disais ça. Les proches aidants, la majorité, c'est 45-65 ans. Chez les femmes, 86% actuellement. Mais moi, je la vois, la tendance, là, depuis que je suis à l'association. Au début, là, il n'y avait jamais un homme qui appelait pour dire qu'il était proche aidant. Et actuellement, là, c'est pas encore dans les statistiques, mais il y a beaucoup de conjoints et de fils qui prennent soin de leur mère. Et beaucoup de ces fils-là, c'est eux, je ne sais pas pourquoi encore, là, qui sont en difficulté financière, ils ont pris tout ce qui... à l'assurance chômage, que je connais pas beaucoup, là, ils ont pris toute la tranche qu'ils pouvaient aller chercher, puis la mère n'est pas montée en compte. Ils ont vraiment des difficultés financières, mais il y a beaucoup de fils actuellement qui prennent soin de leur mère. Quand on dit, moi je dis, rôle d'approche, on prend en charge, c'est quasiment 86%. Moi, je suis infirmière, là, puis j'ai... La seule chose que j'ai pas faite, c'est l'intubation. Quand il y a les soins des perfusions, on appelle au CLSC, c'est le système de santé. Mais on est même formé pour donner on fait à peu près tout comme proche aidant. C'est le système actuel. Et je dois vous dire, là, c'est du 2 heures par semaine, c'est quelqu'un qui va aller coiffer sa madame ou son monsieur, on n'appelle pas ça un proche aidant. C'est quelqu'un qui donne des soins, là, une moyenne de 8 heures, de 8 à 40 heures par semaine. Mais le Québec actuel que je vois, là, puis ça, les statistiques vont sortir, les gens, c'est du 24 heures par jour actuellement. Pourquoi? Parce qu'on vit plus longtemps aussi.
Jadis, l'espérance d'âge, c'était quoi? Hein? Quand on voit les photos des anciens, à 40 ans, le monde mourait, mais aujourd'hui, on a de la chance pour vivre jusqu'à 100 ans très facilement. Avec les services aussi qu'on a, on a quand même de bons soins. Là, Claude, ça ne sera pas long, Claude va arriver. Le problème, puis ça c'est documenté par tous les chercheurs des universités, le proche aidant attend trop longtemps avant de demander de l'aide. Souvent, dans les régions surtout, là, le proche aidant ne se reconnaît pas. C'est naturel de prendre soin, c'est normal. Ben, je regrette, là, 24 heures par jour, c'est pas tout à fait normal. Hein? Alors, ici, la personne, comme j'ai dit au début, là, dans la première année, la personne, elle va s'occuper de tout. Ensuite, elle va aller chercher, elle va aller épuiser complètement la famille, les proches, puis les amis. Puis ça, je dois vous dire, ça disparaît vite, à nouveau. Là. Ensuite, là, elle appelle dans le réseau communautaire. Et nous, dans le réseau, on reçoit peut-être une vingtaine de mille appels par année juste pour ça. C'est Claude et moi qui sommes dans ces appels-là. C'est là qu'on les ramasse, c'est une manière de dire, puis ce qu'on ne peut pas offrir, nous, on réfère aussi à d'autres organismes qui sont outillés. Si c'est quelqu'un qui a un problème de santé mentale, ben là, il y a des OBNL spécialisés là-dedans. Mais généralement, en tout cas, on essaie d'aider beaucoup les gens. Et là, on les aide à communiquer aussi dans le réseau de la santé par le biais d'un médecin de famille ou encore, s'ils n'ont pas de médecin de famille, comment aller trouver un médecin pour être capable d'avoir le CLSC dans la maison. Ou encore, j'entends des fois, là, ça fait des années que la personne a des pertes cognitives, puis elle n'a pas eu de test encore. Vous dire ce qu'on entend, là, c'est incroyable. Bien, c'est là que je leur dis comment aller chercher par le biais du médecin. Il faut que la personne soit évaluée pour être capable d'apporter les soins par la suite, parce que ça va venir. Hein? Alors, ça va. Là, je vais laisser la parole. Je ne sais pas s'il y a des questions jusqu'à présent. Moi, j'aurais juste fait un commentaire. Ça m'a accroché quand vous avez parlé du deuil. Je parle par rapport à une personne qui souffre. La personne qui est peut-être, c'est une personne qui souffre d'Alzheimer. À un moment donné, comme vous disiez, quand la personne ne reconnaît plus son conjoint, sa famille, l'aide à la proche aidant, entre autres. Et puis quand ça se trouve être un conjoint, tu te trouves être comme en parallèle de la société. Parce que ton conjoint, il ne te reconnaît pas. Puis je veux dire, tu n'as plus de vie sociale, là. Je veux dire, tu es isolé complètement. Je sais pas. Il n'y a rien de plus dans ça. Moi, je fais le commentaire. Moi, je le dis personnellement, ce que j'ai vécu, là. Tu deviens... D'abord, tes amis, tu n'as plus. Puis il n'y a pas à dire, j'ai toujours été dans le réseau. J'enseignais au Cégep Garneau. Fait 18 ans que je suis à l'association. Mais j'étais totalement isolée. Puis ton conjoint ne te reconnaît plus. Alors, c'est très souffrant. Tu es très seule, hein. Heureusement que ça ne dure pas 20 ans, là, parce qu'on sait que l'isolement, j'entendais un spécialiste qui disait l'autre jour que des personnes aînées qui vivent seules, qui n'ont pas personne dans... Ben, l'espérance de vie diminue, hein? On est des êtres de société, il faut avoir des gens à qui on peut parler, avec qui on peut, tu sais, échanger un peu, là. C'est très difficile et c'est fréquent, hein? Oui, en tout cas, j'ai un ami... qui vit ça. Puis ça pose problème à bien des niveaux. On essaie de l'entourer. Mais ta vie est en parallèle. Pas en parallèle, en parenthèse. Puis il faut attendre que la personne décède. Oui, il n'y a pas de solution. Hein. C'est comment le vivre. Oui, mais... Oui? Bien, tantôt on disait que souvent on est ignorant des organismes qui peuvent aider. Il y en a, par exemple, au premier palier, quand il y a des soins médicaux, il y a un travailleur social. Comment ça se fait que les travailleurs sociaux soient aussi ignorants?
Parce qu'ils nous informaient pas du tout. Ben, ça fait... Votre question est fort importante. Avant que je donne la parole à Claude, là, on a du temps, Joseph? Oui. Nous, là, on a fait des démarches au gouvernement, on a fait des démarches partout pour entrer dans le référencement. Dans toutes les GMF de la capitale, je vous dis, on est référé plus par des gens de l'extérieur que dans notre propre région, là. Pas capable. Pas capable d'établir le référencement. Il y a seulement la Société Alzheimer, mais le Michel Sarrazin peut-être plus, mais la Société Alzheimer, c'est une société provinciale et canadienne. Eux ont un référencement officiel avec le gouvernement qui fait que quand une personne reçoit un diagnostic, le médecin lui donne le dépliant de la Société Alzheimer. Appelez à la Société Alzheimer. Mais nous, on a d'autres services. C'est parfait, on collabore, on adore la Société Alzheimer, là. Mais si on avait le même référencement, d'abord, on n'a pas l'argent pour se publiciser comme je ne sais pas quelle annonce à la télévision, là, en tout cas. Des OBNL, on vit avec des dons, hein. Pour le référencement, là, le lien que je voulais faire, c'est quand on parle de travailleurs sociaux, c'est avec le SNUS. C'est peut-être avec le SNUS que... Ben, je dois vous dire, Claude va le dire, nous, on travaille en étroite collaboration avec le SNUS et la santé publique. Oui. Puis, je vais l'annoncer tout à l'heure, on a un partenariat avec la santé publique pour le programme PER que vous devez connaître. Le programme, le dépliant, il est là. Tout à l'heure, vous pourrez prendre les dépliants. Ça, ce sont des appels tous les jours. On sauve à peu près une vingtaine de personnes par année. C'est gratuit. Je le dis? Oh. Je peux vous dire, oui, vas-y. C'est il y a 2 ans, ben, vous savez comme moi qu'il y a 50 000 personnes aînées qui vivent seules dans la capitale. Hein? Il y a 175 000 personnes aînées dans la capitale nationale. Nous sommes tous et toutes des aînés. Bon. Mais il y en a 50 000 qui vivent seuls. Ça veut dire que quand elles décèdent et qu'ils n'ont pas d'aide, on les trouve à l'odeur. Vous me comprenez? Dans les OMHQ en particulier. Alors, il y a eu, le coroner a fait une enquête, il a recommandé que toutes les personnes qui vivent dans des OMHQ ou dans des endroits, des condos où elles sont seules, qu'elles soient abonnées à notre programme PER. Claude va en reparler tout à l'heure. Alors, on a un partenariat, on travaille étroitement avec le SUS, puis malgré tout, c'est une grosse boutique, le SUS. Ça veut dire qu'ils ne font pas descendre cette... Ils font leur possible, mais c'est pas... Il faudrait que le référencement parte de plus haut encore, comme la Société Alzheimer. Mais on n'est pas rendu là encore, c'est pas facile. Alors, on est là encore, je vais laisser la parole à Claude, parce qu'elle a... Oh oui, excusez. Je trouve évident. J'aurais une question, un commentaire, une question. C'est que, au niveau de l'épuisement des proches aidants, je crois qu'il y a beaucoup de cas où les proches aidants en font trop. En font plus que ce que l'aidé en demande. Je veux dire, c'est des sauveuses. C'est des sauveuses, puis moi je l'ai vécu parce que là, je suis seul parce que ma conjointe m'a laissé parce qu'elle trouvait que c'était trop lourd. Puis, mais je veux dire, ça fait 1 an que je suis seul, là. Je me débrouille. Si je suis capable de me débrouiller seul, j'avais pas besoin de autant. Mais ce que je veux dire, c'est que, je vais vous donner l'exemple que je donne tout le temps. C'est parce que moi, je suis plus lent que j'ai déjà été. Okay? Si je me penche pour aller chercher un Kleenex au milieu de la table, puis que ça prend 2-3 secondes de plus, ben elle prenait et elle me donnait. J'ai pas demandé de m'aider. Comprends-tu? Et si elle fait ça continuellement, pour n'importe quoi, elle était tout le temps au devant de elle disait, tu n'as pas idée de qu'est-ce que tu demandes. Je ne demande rien. Et justement, j'essaie d'éviter de demander quelque chose, parce que je sais que tu en fais trop. Mais, je me trouve tout
seul. Puis quand tu es tout seul, puis tu as besoin d'être aidé, d'être aidé. Pas tant que ça, là, tu sais, parce que je suis capable de me débrouiller, je le fais, là, tu sais, mais c'est pas facile de refaire sa vie. Vraiment pas. Parce que les gens ont trop peur de devenir des aidants naturels. C'est une lourde tâche, être aidant naturel, être proche aidant. Oui, c'est ça, mais c'est pas le contrat que je donne. Donc, je suis pas rendu là. Je peux-tu répondre à monsieur? Oui, allez. Moi, j'ai été aidante naturelle pour ma mère jusqu'à sa mort. Puis je peux vous dire que l'affaire qui a été le plus bénéfique pour une personne qui est aidante naturelle, c'est à partir du moment que la personne accepte sa condition. Parce que quand tu n'es pas capable de faire de quoi, tu dis « je vais le faire, puis tu pousses la personne pour le faire. L'autre personne, quand elle fait quelque chose, elle a du temps pour faire le ménage, ramasser, faire le déjeuner, le dîner, le souper, le lavage, répondre au docteur, faire les rendez-vous, s'occuper des gens qui viennent à la maison, de ramasser en arrière. Ben, à un moment donné, l'histoire du petit Kleenex à la table, je comprends que c'est frustrant, vous voulez aider, mais tant que vous n'admettrez pas que quelqu'un peut aller plus vite que vous pour vous aider gentiment, c'est que sa bulle, il faut qu'elle aille à une vitesse pour réussir à tout faire. Moi, la journée que ma mère a accompli ça, là, tout de suite, là, ça a été comme un velours. J'ai dit, maman, on prend la douche à telle heure. Ça te va dessus? Moi, je travaille. Fait que j'ai dit, on prend la douche à telle heure. C'est pas que je veux te bousculer ou rien. Il faut que ça fonctionne dans ma cédule. Bien, à partir du moment que ma mère s'est ajustée à moi, bien, quand lui, j'arrivais le matin, bonjour maman, ça va bien? On va prendre la douche avant que je parte, tout ça. Là, tout a rentré un dans l'autre. Puis c'est à partir de dire, elle voulait avoir un souper spécial ou quelque chose, elle me le disait d'avance, puis je calculais le temps, je faisais les affaires, puis j'y faisais son souper. Mais c'est ça qui est difficile dans la communion entre deux personnes. Une va au ralenti, puis l'autre, souvent, est au travail, en plus d'aider la personne. Fait qu'elle fait deux jobs. Fait que si la personne qui est là dit, ben là, il faut me considérer, puis que, excusez, je suis peut-être un peu, mais à partir du moment que vous dites, hey, c'est fun, j'accepte qu'on m'aide, la personne a ramassé le Kleenex à la table, c'est parce qu'elle m'aime, elle m'apprécie. Elle n'est pas là pour vous dégrader dans le travail qu'elle fait, elle est là pour vous aider. Mais il ne faut pas oublier que l'autre, elle fonctionne à 100 000 à l'heure pour faire les deux jobs, puis tout aller. Excusez, je suis peut-être un petit peu sec, mais c'est ça la vie, d'aider les gens. Puis c'est quand on s'empare des affaires de dette que l'autre, on n'arrive plus dans nos jobs, on arrive en retard, on a tout le temps de faire nos affaires pour nous autres. C'est nous autres qui sommes malades. Il y a deux petits boutons. Quand tu veux avancer, tu appuies celui du bas, celui du haut pour reculer. Je suis un petit peu... C'est ma mère. Alors, non, c'est bon. Ben, la rencontre sert à ça aussi, à échanger. On a vécu diverses expériences. Oui, différentes. Alors, il y a juste chose, on est tous des facteurs humains, et puis on n'a pas de formation. Puis on vit avec nos propres caractères. Oui, vous avez raison. Merci. Alors, on va prendre du temps pour les questions. Là, Claude va prendre la relève avec les services. C'est la coordonnatrice de l'ensemble des services. On est tous des gens qui arrivent, qui sommes en seconde carrière à l'association. Elle était enseignante dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean auparavant. C'est ça. Et moi, je dois vous dire simplement que je suis proche aidant, moi aussi, mais d'un autre genre d'aider. Viens ici. Cette dame-là, c'est ma maman. Mais elle est archi-fonctionnelle, là, archi-fonctionnelle. Moi, je viens l'aider à continuer sa mission. C'est ça que je fais. Il y a toutes sortes de proches aidants, mais ça, c'est un autre genre, OK? Alors ici, vous avez, il faut que j'aille quand même assez rapidement, mais n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin. À notre bureau, c'est moi, en général, là, qui reçoit les appels, puis qui distribue là, un petit peu aux différents paliers là, les services. Ici, vous avez la liste de tous nos services, et puis je vais les passer un par un. Vous avez ici, bon, ça j'ai reculé, on dirait. C'est le petit bouton du bas. Ben oui, je m'excuse. Alors, la ligne info aidant.
Généralement, là, quand il y a toutes sortes de situations compliquées, là, qui parlent d'hébergement, de problèmes de maltraitance, de financement, généralement, c'est Suzanne qui répond. OK? Des fois, ça peut être moi, mais moi, je m'occupe des services puis de répartir, là. Alors, pour toutes sortes de questions, vous appelez chez nous et puis Suzanne va vous répondre. Bon, je suis responsable du service de répit comme madame ici, hein? Alors, nous, on offre... Là, écoutez, pendant que Suzanne parlait, là, je faisais une réflexion. On donne des services de répit à domicile. OK? On a présentement 13 employés qui sont des gens en seconde carrière qui ont été infirmiers, infirmières ou préposés aux bénéficiaires au CIUS toute leur vie, mais qui veulent continuer à travailler. Ces gens-là le font vraiment par plaisir, là. Puis, on aurait une possibilité chez nous, il y en a beaucoup qui viennent appliquer chez nous, mais on revient avec le problème de l'argent, OK? Bon. Moi, je vous dirais ceci. Oui, le gouvernement coupe partout. C'est vrai, ça coupe. Les bailleurs de fonds commencent à couper en disant, ben c'est au gouvernement à faire ça. Puis là, pendant ce temps-là, les gens vieillissent. Le nombre de personnes qui ont besoin se multiplie. Les proches aidants, il y en a de plus en plus. Je dirais que pour une situation actuelle comme ça, là, la société elle-même, ça veut dire chacun de nous, on a un bout de chemin à faire si on veut avoir d'autres services de plus en plus. Si on attend après le gouvernement, on commence déjà à avoir un bouchon. L'argent ne descend pas assez. Puis nous autres, ben, on augmente. La société québécoise, là, faut l'admettre, là. On n'est pas riche, personne, mais on n'est pas des philanthropes non plus. En attendant, il faut aider financièrement, puis le dire à tout le monde, ben écoutez, il faut qu'on se mobilise, il faut qu'on en fasse des dons, il faut qu'on aille cogner à des portes pour trouver des bailleurs de fonds. Parce que sans ça, ça va rester comme ça, encore longtemps. Je me dis, on a un travail à faire en tant qu'individu pour dire, là, ben gars, je vais me forcer, là, je vais en donner un 50 $. Bon. Parce que, faut l'admettre, on n'est pas vraiment des philanthropes, parce que on n'est pas riche, personne. Mais si on veut régler un problème, il faut contribuer à le régler. Moi, c'est mon avis à moi, là. Alors, c'est ça. Pour en venir au répit à domicile, je reçois des appels, puis on en offre. Mais le plus dur de mon travail, c'est de dire, je vous place en liste d'attente. Là, il est allé ailleurs, il est allé partout, à un autre organisme, c'est la liste d'attente partout. C'est le CLSC, ça met du temps avant. Ils ont beaucoup de travail, eux autres aussi. Ben, ça prend du temps avant que quelqu'un se présente à la maison, une travailleuse sociale, pour aller évaluer la personne. Puis entre-temps, ben, ça fait ce que Suzanne vous a décrit tout à l'heure. La personne est toute seule, elle manque d'argent, puis elle n'a pas d'aide, puis... Quand on arrive à donner un 4 heures par semaine, là, toutes les semaines, chez nous, c'est ce qu'on donne, on pourrait en donner 8, puis idéalement 12, là, si on pouvait par individu, mais on ne peut pas. Quand on arrive à donner un 4 heures, là, la personne là, nous voit quasiment comme mon Dieu, quasiment pour un Dieu, je dis, écoutez, j'ai pas de mérite, là, je fais juste répartir un petit budget, mais les gens ont tellement besoin, je vais vous dire, moi, je me gêne pas pour le dire, actuellement, là, je qualifie ça de tiers-monde au Québec. Oui, les proches aidants, il y en a, il y a de la misère, puis à quelque part, si on ne se mobilise pas, je vous jure que ça... En tout cas, là, je reviens à ce que je fais, OK, pour les services. Alors, nous, chez nous, on offre un 4 heures de répit par semaine, des fois 8 quand on arrive à... quand les cas sont lourds, à 4 $ de l'heure. Alors, on n'a pas le droit, je vous le dis tout de suite parce que j'ai parlé d'argent,
On n'a pas le droit de faire de faire d'argent avec ça. Tous les dons qu'on reçoit sont redonnés en service. Alors, quand on reçoit des dons, puis là, c'est pas vous autres, dites-le. Je vous demande juste de le dire. Tous les dons qu'on reçoit chaque année pendant les campagnes de financement, ou des fois sans raison, là, on reçoit ça, sont redonnés automatiquement en service. Puis avec ça, on peut engager plus de monde pour aller aider. Ça va faire tourner la roue. Alors, on donne ça avec des préposés là, qui sont qualifiés. Il n'y a pas personne là, qui s'improvise là, un bon matin pour aller aider. Non. On assure la sécurité de tout le monde. Ensuite, on a le service d'appel téléphonique pair. Ici, oui. Claude, il y a une haltérothérapie à l'ancienne Loreto. Oui, mais je pense qu'on le voyait un petit peu plus loin. Okay. Ben, je vais en profiter pendant que Suzanne le dit. Oui. Concernant le répit à domicile, ça c'est à domicile, mais on a du répit hors domicile. Ça veut dire que le vendredi après-midi, à l'ancienne Lorette, pour ceux qui ont un conjoint ou une conjointe qui est en perte cognitive légère, c'est-à-dire capable d'aller à la toilette seul, pas besoin d'être accompagné pour aller, parce qu'on n'a pas le personnel là, qu'on ne peut pas payer le personnel juste pour en suivre un à la fois. Alors, capable de tenir des petites conversations, de faire des jeux de société, de jaser puis de s'amuser, là. Alors, le vendredi après-midi à l'ancienne Lorette, au centre Émile Loranger, il y a un groupe, présentement ils sont 8, on va se rendre jusqu'à 10, et puis vivre des activités là, ludiques tout l'après-midi, pendant que le proche aidant peut dormir ou aller faire ses commissions, ou aller prendre un café. C'est une autre forme de répit. Ensuite, bonjour, ceci est votre appel de surveillance pair. Pour confirmer votre présence, veuillez appuyer sur n'importe quelle touche numérique, soit entre 0 et 9 de votre téléphone. Merci d'avoir confirmé votre présence. Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est Patrick Normand, le chanteur, qui est notre représentant du service téléphonique pair. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas, ce service-là? Vous le connaissez tous? C'est pas lui qui parle. OK. C'est bon. pourquoi c'est oui, c'est ça. À 7 heures, je vous l'explique rapidement. Le service d'appel téléphonique pair, c'est un service qui est gratuit. Il y a 2 types de services. Moi, j'ai été à ce travail-là pendant 3 ans. J'ai été répartitrice. On est à l'ordinateur, comme ça, là, puis on est au téléphone. On reçoit des appels, les gens veulent s'inscrire. Bon, je voudrais avoir un appel de sécurité. On peut s'inscrire pour avoir des appels de sécurité, et il y a un autre type d'appel pour lequel il n'y a pas d'alerte. Les appels de sécurité ont une alerte, je vais vous expliquer. Prise de médicaments, alimentation, exercice et prise de glycémie sont des appels qu'on peut vous faire 3, 4, 5, 6, 7 fois par jour si besoin, mais si vous ne répondez pas, il n'y a pas d'alerte. Je reviens aux appels de sécurité. Pour une personne qui est seule ou qui est en couple avec quelqu'un qui a des grosses pertes cognitives puis qui ne pourrait pas aider si l'aidant avait un problème, là, c'est le matin, entre 8h et 11h30, la personne qui s'est inscrite a dit « Je vais avoir un appel à 9h15 ». Bon, alors à 9h15, elle va avoir un appel, c'est Patrick Normand qui va dire « Si vous êtes présent, si tout va bien, là, appuyez sur un chiffre de 1 à 9, de 0 à 9. » Alors, si la personne appuie, nous autres, on est à l'écran, puis on voit, elle a appuyé, ça va bien. Si elle n'appuie pas, au bout de 8 autres minutes, il y a un deuxième appel, le même. Elle ne répond pas, au bout de 8 autres minutes, il y a un troisième appel, et c'est le dernier. Si elle ne répond pas, là, quand la personne s'est inscrite, elle a nommé quelques répondants pour que ces gens-là, c'est un ami, une connaissance, quelqu'un, un voisin de palier, en qui elle a confiance, qui a la clé et qui peut aller vérifier à l'intérieur. On lui demande d'aller vérifier pourquoi elle ne répond pas. Cette année, là, on en a trouvé 10 comme ça, une dizaine, hein? Une bonne dizaine. Mais chaque année, des fois, ça va à 14, 15, des fois, ça a déjà arrivé jusqu'à 20. Alors, la personne va voir. Si il ne se passe rien, la madame, elle a oublié de nous appeler.
pour prévenir, parce qu'on doit prévenir quand on s'absente pour ne pas avoir d'alerte. On téléphone, puis on dit « je ne serai pas là aujourd'hui » ou « demain, je ne serai pas là ». Enlevez mon appel, puis vous les reprendrez après-demain. Mais si on trouve, si par exemple les répondants ne peuvent pas y aller ce matin-là, sont tous partis chez Tim Hortons ou à quelque part ailleurs, ben là on fait le 911. Alors on travaille en partenariat avec la Sûreté du Québec et la Police de Québec, et puis eux vont voir, ils défoncent pas, ils ont ce qu'il faut, ils vont regarder. Puis des fois, ils en trouvent allongés au sol. Des fois, ça arrive des personnes qui ont soit un bracelet ou ils peuvent aller dans leur appartement tirer sur une corde, mais ils peuvent pas se rendre là. Alors, on ne fait pas compétition, c'est un service qui a cette forme-là, puis qui peut être complémentaire à un autre. Alors là, les gens, ben, ils trouvent la personne qui a décidé de prendre son bain à 8h30 parce que son appel est à 9h15, puis en sortant du bain, il se bloque le pied, bang, tombe par terre, puis pas capable de se relever. Alors, on en a trouvé comme ça. Alors, si ça va bien, ils vont en prendre soin. Si ça va pas, ben, ils vont être dirigés à l'hôpital. Bon, alors ça, c'est les types d'appels de sécurité. Ça paraît compliqué, mais c'est très simple. Puis, pour les appels de prise de médicaments, alimentation, exercice et prise de glycémie, moi, j'ai vu une dame qui sortait de l'hôpital et puis elle avait une grosse opération, puis elle est obligée d'avoir jusqu'à 12 fois. Fallait qu'elle se donne de la morphine, là. Alors, elle a eu 12 téléphones dans sa journée, aux 2 heures, là, et puis ça se donne, comme ça. Mais si la personne ne répond pas, il y a les 3 appels consécutifs, si elle ne répond pas, il n'y a pas d'alerte, là. Ça s'arrête là. Mais si on s'aperçoit qu'au bout d'une semaine, il y a quelque chose, une semaine, 2 semaines, là, elle ne répond jamais, on va voir. Souvent, les gens déménagent, s'en vont en hébergement, oublient de nous avertir, et puis... Alors, ça, c'est pour le service téléphonique pair. Si vous voulez des informations, il y a des dépliants que vous pouvez donner à des personnes que vous connaissez. On a du soutien psychosocial, individuel et en groupe. En individuel, on a une personne, une intervenante qui fait ça depuis 5 ans. Elle fait des appels psychosociaux quand des fois du questionnement concernant la prochaine danse, puis des problèmes un petit peu plus, je dirais, pas profonds, mais des problèmes un petit peu plus grands, là. Et puis, il y a les appels d'amitié aussi. Il y a des gens qui sont tout seuls pour l'isolement. C'est pas juste pour les proches aidants, là. C'est une personne est tout seule, elle n'a jamais quelqu'un avec qui parler. Des fois, ils ont des familles avec lesquelles ils ne s'entendent pas. Ben là, elle a le téléphone. Elle prend des rendez-vous téléphoniques. Là, des fois, il y en a en présentiel. Puis, ça fait écho. Ça fonctionne. Puis, avec ça, on a du soutien en groupe. On a un groupe qu'on appelle Solitude. Ce sont des gens qui sont seuls, puis qui aimeraient aller rencontrer d'autres personnes. Aller, à un moment donné, ils se sont organisés, sont allés voir un spectacle. C'était des violonistes, là, l'Orchestre symphonique de Québec. Ils peuvent aller au cinéma, ils peuvent aller au restaurant, déjeuner comme on fait là. Alors, celle qui est en individuel, quand elle voit qu'une personne aimerait ça, elle le réfère dans ce groupe-là. Puis, alors, les gens se forment des fois un petit réseau. Ça vous va comme ça? À Portneuf, là, parce qu'on s'étend jusqu'à Portneuf, il y a des cafés-rencontres. Ça, c'est jumelé avec des conférences. On a des conférences ici, j'y arrive, là. Ici, à Québec, c'est des conférences en virtuel, bien confortablement assis à la maison, puis on écoute ça. Hier, il y en avait une sur l'aide médicale à mourir, et puis, bon, les gens participent, puis ils n'ont pas besoin de se déplacer. Maintenant, en région, à Portneuf, les gens aiment beaucoup se rencontrer. Et puis, quand on faisait ça ici, en présentiel, il y avait moins de participants. C'était difficile pour... Il y avait toutes sortes de raisons qui faisaient que les gens aimaient moins ça. Puis là, le nombre de participants a vraiment augmenté. Alors, ils ont des cafés-rencontres, eux autres, puis des conférences, là, comme ça, mais autour d'un repas.
comme là, le mois prochain, ça va être une rencontre pour la Saint-Valentin. Je pense qu'ils sont 70, là. C'est un exemple comme ça. Parlons argent. Alors, Suzanne va intervenir. Nous autres, on a un site web. Allez sur notre site, là, il y a des choses intéressantes. Tantôt, vous allez l'avoir, si vous voulez le prendre en note, là, il y a des choses intéressantes à aller voir concernant Parlons argent. Est-ce que tous les services sont donnés, là? Je ne sais pas. Je vais aller Parlons argent. Bon, vas-y. Il me reste combien de temps? 10 minutes avant, donc on ne faut pas les épuiser aussi, là, c'est fatigant pour eux. Ça vient dessus. Donnez-moi une seconde. Le nombre de... D'abord, en décembre, en janvier, en février, nos conférenciers, c'est Revenu Québec, Revenu Québec, Revenu Québec et Revenu Canada, avant les rapports d'impôt. Parlons argent. Alors, crédit d'impôt en raison de l'âge ou personnes vivant seules ou pour revenus de retraite. Moi, je dis qu'il y a certains crédits, là, on va voir celui pour les 70 ans et plus qui vivent à la maison. Faut toujours parler à votre comptable quand vous préparez votre rapport d'impôt pour ces crédits-là. Lui sait, selon votre âge et votre revenu, ce à quoi vous avez droit. Puis moi, je dis tout le temps, s'il ne sait pas, votre comptable, il vous coûte cher. Parce qu'il n'est pas capable d'aller chercher tous les crédits d'impôt dont vous avez droit. On va voir celui, c'est beaucoup Revenu Québec qui a des choses là. Bon, crédit d'impôt pour le maintien à domicile. Toute personne, vous devez le savoir, j'imagine, hein? Toute personne de 70 ans et plus, on a droit, c'est 35% de nos dépenses. Ils ne nous donnent pas 35% d'argent, là, mais mettons qu'on a des revenus, ça nous donne un crédit pour les choses récurrentes. Exemple, le déneigement, le ménage, toutes les factures qu'on doit payer chaque année. Gardez ça dans votre rapport d'impôt et ça va vous donner une déduction de 35%. Le ramonage des cheminées, toutes ces choses-là. Là. Mais si vous allez chez Canadian Tire acheter quelque chose, ne perdez pas votre temps, ça, ils ne prennent pas ça. C'est pas récurrent. Alors, ça, c'est tout ce qu'on voit là sur notre site web. Vous avez tout ça et c'est validé par Revenu Canada et Revenu Québec. Je vais le dire tout de suite. Ah non, je vais le dire tout à l'heure. Donnez-moi une seconde. Revenu Canada, il n'y a pas grand-chose. Bon. Pour les proches aidants, avec Revenu Québec, vous n'avez pas besoin d'habiter avec la personne. Demandez à votre comptable, c'est toujours... Il y a un crédit, c'est pas le revenu qui est important, mais il y a un autre crédit. Si vous gagnez trop, vous n'y avez pas droit, puis si vous ne gagnez pas assez, vous n'avez pas droit. Vous n'irez pas passer un voyage à New York avec les crédits d'impôt proches aidants. Le monde appelle, puis ils veulent savoir s'il y a des crédits importants, mais il y a quelques centaines de dollars qu'on peut aller chercher avec Revenu Québec. Et le comptable est censé le savoir. Ça, n'oubliez pas ça. Bon, ici, là, le seul crédit canadien pour proches aidants, je vais vous l'expliquer. Je ne sais pas si on va arriver tout de suite à handicapé. C'est ça. Est-ce que quelqu'un parmi vous avait fait faire le crédit pour personnes handicapées? Ça, là, je vais vous donner un exemple. Ce crédit-là... Il y a 2 personnes ici. 2? Super. Je pense que mon fiscaliste... C'est le seul crédit... Mettons que vous êtes proche aidant d'une personne qui a besoin d'aide. Le handicap, il peut être très large. Ça peut être une fracture de hanche qui ne guérit pas, ça peut être le cerveau, ça peut être n'importe quoi. Ce qui est important, c'est que ça ne guérit pas et la personne a besoin d'aide. Vous demandez le formulaire. Notre formulaire il est accessible sur notre site web. Vous allez porter le formulaire au médecin. Le médecin remplit le formulaire. Votre comptable l'envoie à Revenu Québec, Revenu Canada. Vous êtes évalué.
C'est le seul formulaire où on peut remonter à 10 ans. À un moment donné, ils ont baissé à 8, mais là, ils reviennent à 10 ans. Pourquoi? Pourquoi? Parce que quand une personne fait des pertes cognitives, puis qu'elle vient d'avoir le diagnostic en 2024, ça fait peut-être 8 ans qu'elle a commencé à faire. Puis elle a les marqueurs depuis l'âge de 20 ans. Tu sais, c'est le seul formulaire où le gouvernement, et c'est pas garanti que vous allez l'avoir. Quand vous allez voir votre médecin, là, comme il vient de donner le diagnostic, insistez pour dire qu'elle a des pertes depuis bien des années. OK? Ça va aller jusqu'à... Moi, en tout cas, moi j'ai un conjoint qui l'a eu, ça a donné un crédit à peu près de 2000 $ par année. Vous l'avez ou vous l'avez déjà fait faire? Ça tourne autour de ça. Des fois, ça peut bouger, là, mais quand c'est accepté, une fois, c'est régulier. Vous n'avez plus besoin de le présenter. Chaque année, le crédit d'impôt, et c'est pas tout. Une fois que c'est accepté, c'est le seul crédit que Revenu Canada donne aux proches aidants. Il faut d'abord que la personne qui l'aide soit acceptée à ce crédit-là. Et s'il gagne 100 000 $, il n'y aura pas une scène. S'il ne gagne pas une scène, il n'y aura rien. Il faut qu'il soit dans la... Il ne faut pas que son revenu dépasse 28 000 à peu près. Puis il va avoir quelques centaines de dollars en crédit. À Revenu Canada, il n'y a pas beaucoup de crédits, elle me le dit, mais c'est beaucoup Revenu Québec. C'est pour ça qu'on vient beaucoup avec des conférences de Revenu Québec. Mais je vais vous donner un exemple. Je ne me souviens plus du nom de la résidence. C'est dans la capitale. La responsable de la résidence m'appelle pour enregistrer une personne qui habite là à ce formulaire-là. C'est bien correct, elle est acceptée, mais elle dit que tous les autres devraient l'avoir. Fait que tout le monde y a passé. Tous les habitants de sa résidence ont été enregistrés au formulaire personnes handicapées. Ce n'est pas sûr. Des fois, je vois passer l'annonce à la télévision, là, mais je vous dis que l'annonce, ça passe vite et elle ne vient pas souvent. Hein? Alors, c'est parce qu'il y a toujours des sous rattachés à ça. Ici, chèque emploi-service. Ça, je suis toute personne qui est à l'emploi. Je ne sais pas si Michel est solide là-dedans. Moi, ce que je peux vous dire, que le monsieur qui était en difficulté hier, qui m'a appelé, il dit, j'avais droit à 55 semaines, je suis allée les chercher, puis là, j'ai plus droit à rien. Mais toute personne proche aidante qui est intégrée dans le chèque emploi-service, peut aller chercher de l'argent à ce niveau-là. Ça, c'est important. Parce qu'on est dans une société où on doit relocaliser les personnes en CHSLD, d'accord? Ou ailleurs. Et souvent, la personne, elle nous appelle pour nous dire, ben là, je suis plus capable, je suis pas capable de payer 2000 $ par mois là-bas, puis payer mon loyer. On les aide. On peut aller ici sur la route de l'église. Et je pense ici, dans le Bourgneuf aussi, il y a un bureau. On va au bureau de Revenu Canada, parler avec un conseiller pour demander la séparation involontaire. Moi, je l'ai faite avec plusieurs personnes. Et quand c'est accepté, la personne n'a plus... Ça protège elle n'a plus à payer, là, ça protège vraiment, là. Elle n'a plus à payer les deux, et son loyer et l'autre loyer qui tourne autour de peut-être 1700, 1800 par mois, là, selon les revenus de la personne. Ça, c'est, si vous connaissez des personnes qui ont besoin de ça, là, c'est fort important. Une question? Oui. Mes parents, ils vivaient au Jazz. Puis à un moment donné, ma mère en a beaucoup perdu, puis elle s'est retrouvée en CHSLD. Ça veut-tu dire que si mon père y avait appliqué cette affaire-là, il aurait payé juste son loyer au Jazz, puis il n'aurait pas eu à payer ça de ma mère? C'est comme si qu'il était dans une maison sur la rue sur la rue Sauvé, puis l'autre, elle serait relocalisée ailleurs. Okay. Dès qu'il y a une séparation d'habitants, on peut aller demander la séparation involontaire. Okay.
C'est vraiment très Il faut aidant. le savoir. Parce Ça qu'il vient se- de l'apprendre. Ça ne se dit pas, hein. Moi, je le dis à beaucoup de monde, mais ce que vous voulez, c'est pas annoncé nulle part. Ils annoncent les Big Mac, ils annoncent bien des affaires qu'on peut manger, là. Mais Juste un point d'information, le deuxième bureau de Revenu Canada, en fait, c'est Service Canada. Puis ils sont dans le quartier de Simoville, en face du village des Valeurs. ah, merci. Tu vois, je savais qu'il était. Parce qu'il y en a un à Sainte-Foy aussi. Ouais, mais à Sainte-Foy, c'est sur la route de l'église, là. Oui. Je me souviens d'être allée une fois, mais en tout cas par ici, là, merci Michel. Oui. Ici, c'est congé pour les prochains. Ah bon. Ben là, on est tous à la retraite, je pense, hein. Mais quand même, si vous connaissez vos enfants, il y a des congés comme parents d'enfants. Mais nous, on a déposé un mémoire il y a X années dans ce temps-là. C'était le Parti libéral en 2014, je pense, quelque chose comme ça. Madame Vian, qui était la ministre de l'Emploi, et on avait demandé que le statut de proche aidant soit reconnu comme congé. Mais je vous dis que ça ne se sait pas beaucoup. C'est dans les, je me souviens plus quel numéro, là, dans les normes du travail, mais tout proche aidant a droit à 10 jours de congé. Il y a des employeurs qui les paient, mais il y a des employeurs qui ne les paient pas. Alors, c'est selon, mais au moins, elle a droit à 10 jours de congé sans perdre son emploi. C'est dans les normes du travail. Congé en cas de maladie, ça, il faut aller voir dans les normes du travail, là, avec... oui, ça, j'avoue, franchement, je suis moins solide là-dedans, là. L'assurance emploi, les prestations de l'assurance emploi, ça, OK. Ça va avec le monsieur, là, qui est allé chercher tout ce qu'il pouvait obtenir, là, ce que le monsieur m'a dit hier, là. Toute personne qui travaille doit retourner à l'assurance emploi pour s'informer ou à son comptable pour voir tu sais, à quoi elle a droit à ce Je regarde moment-là. ça, là, juste retenir. Oui, oui. Moi, je pense à quelqu'un qui est un professionnel puis qui a un bon salaire, il va s'ennuyer. Je veux dire, je vois que c'est jusqu'à 55% de la rémunération, jusqu'à un maximum de 650 par semaine. Que la personne qui prend congé, puis qu'elle, mettons, elle a gagné le double ou le triple, elle va trouver ça dur. Non, c'est sûr. Il n'y a pas de proche aidant millionnaire. Hein? Non, non, on ne se met pas riche avec ça. Je tiens à vous dire, là, c'est... On dirait les chiffres d'assurance chômage. C'est une cause, la proche aidance. Moi, je dis tout le temps, je fais la caricature suivante, là. Si tous les proches aidants, un bon matin, Elle ne prendra pas congé. prenaient son malade puis s'en allaient dans les... à l'hôpital, là, dans les urgences, là, on ferait la une à la radio, là, à la télévision, là. Parce qu'on viderait les maisons, parce qu'il y en a à peu près dans toutes les maisons. Alors, mais... Les proches aidants, on est tellement fatigués aussi qu'on n'a pas le goût de lutter bien fort. Hein? On fait le travail point à la ligne, puis c'est tout. Ouais. Oui? Le bénévolat, on va laisser faire, oui. Ah bon, non, par contre, toute personne qui a besoin d'aide pour faire son rapport d'impôt, je crois qu'à la QDR, il y a quelqu'un pour ça aussi. Hein? Oui, à la QDR, il y a des gens qui font ce travail-là bénévolement, mais c'est important. Souvent, moi, j'entends des gens là, je demande tout le temps, qui fait votre rapport d'impôt? Ben là, c'est ma femme ou encore c'est ma cousine, là, ben, tu sais, elle a-tu la formation? Peut-être qu'elle l'a, là. Mais souvent, ça passe à côté de bien des affaires. Ça, soyez vigilants là-dessus. Même les comptables, hein, c'est obligatoire qu'ils aient une formation chaque année pour les crédits d'impôt des proches aidants, mais il y en a qui ne la suivent pas puis qui ne le savent pas. C'est pour ça que je vous dis que des fois, il vous coûte cher. Je ne sais pas où est-ce que je suis rendue, là. L'aide à l'impôt. Y a-t-il encore des questions? Voilà. Michel? D'abord, je voudrais remercier parce qu'on assiste à quelque chose d'apparent. Très satisfait.
J'ai une question qui va paraître peut-être un petit peu bizarre, mais qui ne concerne pas plus ton organisation, mais qui concerne toute la société. Nous sommes dans une situation où il y a de plus en plus d'immigrants qui arrivent avec des valeurs différentes et qui abordent ces questions-là, un peu comme on le faisait à l'ancienne dans nos propres sociétés, et qui ont changé. Ça n'avait pas évolué nécessairement, mais changé. Qu'est-ce que votre association peut apporter de différent par rapport à des demandes, et s'il y a eu des demandes, par rapport à des demandes, et comment vous avez pu y répondre? C'est une très bonne. Vous savez, Michel là, a passé sa carrière comme prof en sociaux au Cégep Garneau, qui a travaillé à l'international. Il a même marié une femme à l'international en plus, là. Je dois dire, Claude, on est tous à l'association. Moi, je suis allée pendant 10 ans au Burkina Faso, au Bénin, au Mali. Et on a à l'association une grande sensibilité par rapport à ça. On voit les changements dans notre société. Quand un proche aidant qui arrive d'une autre culture, qui se présente d'une autre culture, je dois dire qu'on l'écoute. On l'écoute, puis on suit son rythme, parce que c'est pas toujours pareil, là. Vous savez comme moi qu'on a des différences, on doit être bien énervant ailleurs aussi, là. Moi, je me souviens quand j'étais au Burkina, puis on partait souper, dans les pays chauds, on ne marche pas vite. Hein? C'est normal, il fait chaud depuis des millénaires. Puis moi, j'avais le temps quasiment d'aller souper puis de revenir. J'allais trop vite. Il y a des différences culturelles, mais Claude pourrait répondre beaucoup à ça, toutes les personnes qui appellent pour avoir de l'aide. Bon, moi, quand une personne immigrante... bon, il faut que je vous explique quelque chose avant. Chez nous, on a 13 employés. Et c'est assez stable. Nos employés vont... Les proches aidants que nous avons, on en a à peu près 55, reçoivent toujours le même préposé. Ça ne change pas. Alors, c'est assez stable. Présentement, parce que c'est stable, au moment où on se parle, on a des proches aidants immigrants qui nous ont appelés, mais là, on n'a pas commencé à les desservir parce que là, ça ne bouge pas, là, pour toutes les raisons que je vous ai expliquées. Mais si le jour où on va aider quelqu'un qui est de l'extérieur, qui arrive chez nous, on va écouter ses besoins, on va voir comment il procède, puis on va expliquer nous aussi comment on fonctionne, parce qu'ils doivent s'adapter à ce qu'on fait aussi. Alors, pour nous autres, moi, je pense pas qu'il y aurait vraiment de problème, là. En fait, non, je vois pas de difficulté. Il y a une chose, par exemple, que je dois vous dire. J'allais le dire, moi, vas-y, voir. Une préposée est venue voilée chez nous. Très compétente, la dame, parle français parfaitement, tout ça. Mais nos proches aidants, puis nos aidés, on est chez nous ici, là, puis on a une culture, hein, quand même. Ils n'aiment pas ça, le voile, eux. Alors, j'ai demandé à la dame, j'ai dit, écoutez, vous avez une clientèle, là, j'explique comment on est. J'ai dit, ils vont réagir à ça, là. J'ai dit, ils n'aiment pas le voile. Accepteriez-vous de l'enlever? Non. Ah. Ben là, moi, je me suis opposée. Chez nous, on est prêt à vous prendre. Vous travaillez avec ce que votre savoir à vous, mais à quelque part, vous avez votre bout de chemin à faire aussi. On devrait être laïque en société. Pardon, qui m'a parlé là? Je dis, on devrait être laïque en société. Tout à fait. Alors, ça, pour éviter des frictions, bon, une personne qui vient travailler chez nous qui est immigrante, oui, aucun problème, mais je ne dis pas que vous devez faire ci, faire ça, là, mais quand même doit s'adapter à notre clientèle aussi. Mais pour le reste, si quelqu'un de l'extérieur est proche aidant, on va s'accommoder de ce qu'ils sont aussi, là. On n'arrivera pas à... Tu permets, je vais ajouter. Ça va bien. Je pense pas qu'on aurait de misère, honnêtement.
En tout cas, il y a une sensibilité parce qu'on voit notre société qui change aussi, qui change de couleur. Puis moi, quand je suis allée au Burkina, je me suis dit, mon Dieu, quelle chance que j'ai eu de connaître tout ça. La seule chose que j'ai trouvée différente, c'était la couleur de la peau. On est tous pareils. Hein? Ah oui. Mais je dois vous dire qu'on offre la seule difficulté qu'on a eue dans les services de répit, je vais le dire quand même, là, c'est qu'on donne du répit. On est dans une société où on a encore des cohortes de personnes plus âgées. Je ne veux pas dire que les personnes plus âgées ont des barrières par rapport aux autres cultures, là. Parce qu'on avait un préposé qui venait de quel pays, je ne me souviens pas qui était. On l'a tellement aimé, c'est pas mêlant, mais là, il est devenu infirmier. Je crois qu'il est rendu à l'université actuellement. Oui. Oui, il y a eu de la misère pour ce monsieur-là, parce que nous autres, même, là, on a des choses à changer aussi par rapport aux cultures qui s'en viennent. Ce monsieur qui avait la peau noire, tout ça, intelligent, gentil, doux, il avait toutes les qualités, puis beau en plus. Puis là, il s'est présenté un matin, il y avait 6 clients, cet homme-là. Il y en avait 3 qui lui ont mené de la misère. Une fois, il s'est présenté la première journée pour aller rendre son service. Pouf! Se fait fermer la porte au nez parce qu'il avait la peau noire. Nous autres, on a des choses à changer en tant que blanc, là, si je veux dire. Bon, une autre fois, sa culture à lui, les gens lui offraient des fruits et des légumes. Il dit, écoute, vous voulez être gentil, là, je t'offre une banane, je t'offre une pomme si tu as faim, tu prendras ça. Alors, mais lui, il n'avait pas faim. Mais dans sa culture à lui, c'est qu'il fallait l'accepter pour ne pas déplaire à la personne. Ben, après, on reçoit des téléphones qui disent, ben, il prend tout, il part avec ça, puis il met ça dans son sac d'école, puis il s'en va avec ça. Hey, là c'est un conflit de culture, c'est d'ignorance. Pour terminer là-dessus, ça nous a donné quand même une leçon, ça, comme organisme. Là. Oui. Laissez-moi vous dire que là, on a les oreilles, nous sommes extrêmement vigilants à ce propos-là. Oui. Parce que chez nous, il n'y a pas de barrière dans toutes les personnes qui travaillent chez nous, là, elles arrivent toutes d'ailleurs, puis il y a une ouverture aux autres. Hein. Merci pour la question, Michel, je te reconnais. Oui. Alors, ça terminerait la rencontre là-dessus, je pense, l'information. Je ne sais pas si on va épuiser, là, mais voilà. Voilà.